Mon boy MVP, comment ça va? Ça va super bien, toi. Comment ça a été ta journée à couper du bois? Écoute, Chris, quoi ton esti de problème, ça? Non, ça s'est bien passé, mais un petit peu frisquet, fait que je me suis dit, pourquoi pas être un petit peu plus automnal dans mon habillement. Mais oui, non, ça va super bien parce que, encore une autre fois, cet épisode est commandité par Sébastien Léger. Puis là, by the way, Sébastien, là, si tu veux que je change de quoi dans qu'est-ce que je vais dire, tu me le diras parce que c'est pas que je me répète, là, mais un petit peu ça. Donc, Sébastien Léger, Plâtrier Inc., une compagnie spécialisée en tirage de joints et revêtement acrylique crépi, que ce soit pour des réparations mineures ou pour des travaux de plus grosse envergure. Sébastien Léger Inc. est là. Puis là, on a un code promo avec Sébastien Léger Inc. C'est Canadien Gangster. Puis si tu utilises ce code promo-là, il n'y a pas de rabais. Là. Il n'y a pas de cadeau non plus. Il n'y a pas de cadeau, mais ça se peut qu'il me commandite encore. Fait que c'est ça. Hey, puis j'ai une dernière chose aussi à plugger. C'est j'ai un nouveau Patreon qui est Sean Belair, un pickpocket. Donc un gros merci à Sean Belair. Un Sean qui participe au pool depuis déjà longtemps. Fait que c'est cool. Merci, what Sean. the fuck? Pourquoi il est juste pickpocket? Il devrait être stéroïde dealer. Not cool, Sean. Not cool, finalement. Hey, aujourd'hui, je suis super content de recevoir un de mes boys, un de mes bons amis. C'est un mannequin, un acteur, un animateur radio et de télévision. S'il y avait un gun, il serait probablement James Bond, là, by the way. Là. Mais Francisco Randez se joint à nous aujourd'hui. Salut, Francisco. Salut les gars, merci de me recevoir. Merci. Comment ça va? Ça va bien. J'ai hâte de recommencer à m'entraîner, là. C'est long. Ben oui, parce que nous, on s'entraînait à chaque mercredi au Mizu. Ouais. On se donnait des beaux petits câlins, puis je vais t'avouer que tes câlins me manquent. Ben, tes câlins me manquent aussi, Oli. Puis tu sais, en plus, t'étais genre mon seul partenaire qui était game de faire des frappes au sol au Mizu, là, qui voulait vraiment apprendre le ground and pound. Là. Ouais, mais ça m'intéresse parce que j'ai réalisé que tu sais, j'ai fait du striking longtemps. Mm-hmm. Puis là, ça fait 7 ans à peu près que je suis dans le jiu-jitsu vraiment intensément. Puis j'ai fait du judo plus jeune un peu, là, tu sais, 3-4 ans, mais mettre les deux ensemble, c'est une autre game. Puis c'est là que tu réalises, en fait, de faire ça avec toi, ça me faisait réaliser à quel point il y avait des trous dans mon jeu, tu sais, où il y a des positions qui sont carrément pas réalistes dans une situation qui est pas un jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mon but, là, c'est pas de me lancer dans les arts martiaux mixtes, mais je trouvais ça intéressant de le faire. Ça me conscientisait sur certaines affaires par rapport au jiu-jitsu comme sport game, là, tu sais. Ouais, puis je m'en souviens de ta réaction après la première fois qu'on avait fait ça, tu sais. T'es comment, ça me tente d'essayer ça, tu sais. Puis c'est. Pour de vrai, quand il y a des coups, c'est complètement différent. Là. Puis je m'en souviens, t'étais comme, j'ai aimé ça, mais c'était intense. Tu sais, parce que ça arrête pas. Ça arrête c'est ça, pas. puis ça, tu sais, c'est confrontant en maudit quand tu penses que, tu sais, je me surestime pas, mais je me dis, ça va pas être si pire que ça. Mais là, la première fois qu'on a roulé comme ça, là, je me suis dit, puis moi, c'est mon genre de dire, je suis poche, ben, je vais le faire 2 fois plus, tu sais, donc, ça m'a vraiment donné le goût, en fait, de m'entraîner plus en arts martiaux mixtes là, pour le fun. Mm-hmm. Puis toi, t'es quelle ceinture, là, présentement, en jiu-jitsu? Mauve. T'es ceinture mauve? Puis pourquoi t'as commencé le jiu-jitsu, hein? Ben, j'ai toujours aimé les sports de combat. Quand j'ai commencé par le judo, j'étais tout jeune, j'avais 8 ans. J'en ai fait pendant une couple d'années. Puis après ça, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai fait du kendo, de l'escrime japonaise, j'ai fait du kung-fu, du kickboxing. J'ai boxé pendant longtemps, de la boxe amateur. Mm-hmm. Puis éventuellement... Oui, j'ai fait 3 combats amateurs. Ah ouais, c'est quoi ta fiche? Ouais, j'ai pas une grosse... 2-1. 2, Chris. Ouais, j'ai pas une grosse carrière, mais... Écoute, moi, je suis 0-0, fait que... ben, j'étais jeune, là, puis c'était vraiment pour le fun, mais... moi, j'ai toujours aimé la discipline des arts martiaux, puis éventuellement, ben, tu l'as dit, tu as dit que j'étais mannequin, je suis un ex-mannequin, là, ça fait quand même un méchant bout que j'ai pas travaillé là-dedans, puis ça fait au moins 10 ans. Puis, mais c'est comme ça que j'ai commencé dans les médias, puis j'ai voyagé beaucoup pour ça, puis... disons, dans ce temps-là, je boxais encore, puis des fois, j'arrivais sur des plateaux avec des petits jeux au bord noir, puis ça passait pas bien, bien. Donc, j'ai comme arrêté, puis à cette époque-là, je me suis mis à courir, je faisais du 100-200 mètres, okay. puis j'ai compétitionné beaucoup en sprint.
pendant une dizaine d'années. Puis moi, ça a commencé à me manquer. Puis j'ai fait un combat de boxe exhibition avec Philippe Fémieux à l'époque pour la fondation de Caroline, c'est mon chum, qui est policier dans Saint-Michel. Tu le connais toi aussi. Yo, man, tu parles à la mauvaise personne pour se souvenir de quelque chose. Comment ça, je me souviens pas du nom de mon chum? Evans Garcia, que je salue, qui fait un travail extraordinaire. Puis c'est ça, il a organisé un gala, puis moi, j'avais fait un combat d'exhibition, puis j'avais recommencé à m'entraîner en boxe pour ça. Puis là, j'ai repogné la piqûre, puis je me suis dit, bon, mais advienne que pourra. Tu sais, si j'ai des petites marques sur un plateau, ben on va mettre du maquillage, puis les gens vont vivre avec ça. Tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai recommencé. En fait, j'ai essayé le Jiu-Jitsu la première fois, j'étais à Hawaï en 2009. C'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre. Ouais, je m'étais entraîné avec un gars qui s'appelle Kala Alexander, qui est un surfeur légendaire, qui lui fait, tu sais, là-bas, les gars, ils font du MMA beaucoup, puis du surf, là, c'est des brutes, là. Je m'étais entraîné en jiu-jitsu avec lui, puis j'avais trippé, puis à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai eu la piqûre. Puis là, vraiment, il y a 7 ans, là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Puis là, tu disais que la première fois que tu as fait du jiu-jitsu, c'était à Hawaï. C'est-tu un petit peu de là que part ton idée, ton projet, en fait, là, de Libertad? Libertad, c'est un projet, en fait, le projet de faire un genre de camp d'entraînement, un camp de vacances sportives en Amérique centrale, c'est né en 2009. Puis en 2009, je suis allé au... Ouais. Peut-être que je suis allé trop vite, là, pour vraiment, là. C'est quoi Libertad, là? Ça serait... Oui, ben, c'est une bonne idée de dire c'est quoi Libertad. Libertad, c'est un projet physique, mais c'est aussi une émission de télé. L'émission a commencé à être diffusée la semaine passée. C'est les mercredis à 20h sur les ondes d'évasion. Toujours la première diffusion de la semaine parce qu'il y en a toujours plusieurs. Puis, Libertad, ça raconte le développement de ce projet-là que j'ai commencé à imaginer sérieusement il y a 2 ans. Puis là, on me suit dans les étapes. Dans la série, au début de la série, il y a déjà des étapes qui avaient été faites. Là, je ne mens pas là-dessus. Puis là, je vous emmène là, dans le développement du projet, la recherche de terrain. Puis c'est ça. C'est pas une histoire de succès dans le sens où, vraiment, là, puis c'est ça qui a donné un peu le vertige dans cette émission-là. Les spectateurs me suivent là, dans le développement. Là. Tout est vrai. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Au point où, à certains moments, il y a des jours, je me disais, on a-tu un show? On a-tu des blocs aujourd'hui qu'on pourrait proposer aux spectateurs? Parce que des fois, c'était chaotique, mais finalement, on a décidé de présenter un peu ce chaos-là. C'est sûr qu'on accompagne ça de visite du pays puis de découverte culturelle, mais on voit pas mal le processus de quelqu'un qui part de zéro pour développer un projet en Amérique centrale. Fait que déjà, partir d'une business en soi, c'est un défi. Là, développer un projet d'affaires en Amérique centrale, c'est un défi supplémentaire. Puis avec aussi le souci de m'intégrer là-bas, parce que ça faisait déjà une bonne année que j'évoluais là-bas, puis je me suis fait beaucoup d'amis, puis j'essaie vraiment de m'intégrer dans les communautés. Là. Moi, je veux pas arriver là-bas avec mes gros sabots, puis dire que je m'en viens faire de la business. Là. C'est vraiment, je veux m'intégrer là-bas, puis je veux participer à la vie communautaire. Puis... Fait que c'est ça. Ça s'est passé comment, ton intégration, justement, avec les gens, les locaux? Ça a bien été, en fait. Déjà, les Salvadoriens, en général, c'est des gens très accueillants. C'est des gens très chaleureux. De mon expérience, les gens que j'ai rencontrés sont super ouverts. Puis, c'est des gens qui sont très débrouillards aussi. C'est pas les mêmes conditions de vie qu'on a ici, hein. Il y a des affaires là-bas qui font partie du quotidien puis qui ici nous déboussoleraient un peu. Là, l'accès à l'eau n'est pas nécessairement constant. Des fois, il n'y a pas d'eau. Il y a des périodes dans la saison sèche où il faut faire super attention à l'eau. Donc ça, c'est des réalités. Des fois qu'on réalise pas ici que c'est pas partout dans le monde où on a accès à de l'eau en ouvrant le robinet puis tu peux le laisser couler pendant 1 heure. Là. C'est pas comme ça partout. Puis là-bas, c'est vraiment pas comme ça. Donc, il y a des réalités comme ça. Puis les gens sont super accueillants. Puis moi, je me suis fait des amis assez rapidement. Je pense que les Québécois et les Salvadoriens, on a beaucoup de choses en commun. On est des gens chaleureux en général. Puis je pense que c'est ça aussi qui a facilité là, l'intégration. Puis après, moi, j'avais un véritable désir de m'intégrer là-bas puis de collaborer sur des projets locaux. Comme je dis, je pense que l'erreur, souvent,
que les gens font, c'est d'arriver avec leur regard de Nord-Américain, puis trouver que les affaires vont pas assez vite ou que c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Ben, des fois, c'est la meilleure façon de faire les choses quand tu t'intéresses à comment les choses sont faites là-bas. Puis là, tu réalises que, ouais, ton point de vue de Nord-Américain, Kingpin, c'est pas toujours c'est zéro la bonne attitude, je pense. Puis c'est ça. Je pense qu'il faut faire bien attention à ça quand on arrive dans ce genre d'environnement-là si on veut s'intégrer. Puis, y avait-tu un défi aussi par rapport à, j'imagine qu'il y a des lois, tu peux pas arriver là-bas puis partir ton stand, je sais pas, à limonade ou n'importe quoi. J'imagine que tu dois parler au gouvernement aussi, là. Y a-tu un défi par rapport à ça quand tu as voulu partir ton... C'est un bed and breakfast, c'est ça? Un bed and breakfast. Bed ouais, c'est and ça, breakfast. Que je regardais Raj, tabarnak! C'est exactement ça. Non, c'est pas un bed and breakfast. En fait, ben, je veux pas trop voler les punchs, mais on le réalise à travers la série que moi, je pars avec une idée qui était de construire un petit complexe hôtelier, là, un mini-complexe, là, avec des petites cabanas, mais rapidement, j'ai réalisé que j'avais pas les fonds pour ça, puis que c'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Puis, éventuellement, le projet il évolue, puis il y a une collaboration qui voit le jour à travers le show qui fait en sorte que il n'y a pas nécessairement de construction d'hôtel qui va se faire. Mais j'en dirai pas plus que ça, mais... Ah ben ouais, c'est OK. Ouais, il y a des revirements incroyables. Là. Wow. Oui, il y a beaucoup de rebondissements, puis c'est ça, je pense, qui rend aussi la série intéressante. Mais ultimement, c'est ça, là-bas, je suis un peu confronté aussi à mes limites, puis mes limites sont beaucoup dans mon budget, parce que le budget pour ça, il était très petit. Puis avec du recul... C'est combien? Ben, tu sais, c'était approximatif, mais là, en ce moment, il faut que je trouve d'autres partners si on veut continuer là, à construire, tu sais, puis il manque un bon... Sébastien Léger, là, il est down. Ah, mais tu sais, il nous manquerait un 100 000 Canadiens, là, si on veut comme finaliser ça, puis moi, j'ai pas ça, puis là, puis en même temps, les choses ont évolué, puis là, on est en train de réfléchir, je suis en pour parler avec des potentiels partenaires, mais l'affaire aussi, c'est que l'argent, c'est une chose. Trouver un investisseur pour 100 000 c'est pas la chose la plus difficile. Mais trouver des gens qui ont envie de vivre cette expérience-là, parce que là-bas, on commencera... Tu sais, je ne vais pas m'ouvrir quelque chose là-bas puis outsourcer tous les aspects de l'entreprise. Et je ne vais pas commencer à payer du monde pour faire ça, Là, au final, il n'y a pas beaucoup de marge de profit à faire avec ça. Je pense que c'est le genre de projet où tu arrives even. Mais c'est un mode de vie. Tu sais, moi, l'idée, c'est de passer 4, peut-être 5 mois par année là-bas, en hiver, puis organiser des camps de yoga, éventuellement de jiu-jitsu, des camps de lutte, peut-être. Donc, on est en train d'imaginer cette plateforme-là qui est comme un gros dojo à air ouverte, en fait. Puis, puis c'est pas un projet qui est super dispendieux, mais il y a eu l'achat du terrain que ça a été fait. Puis, une fois que le terrain est acheté, puis c'était au-delà du budget qu'on avait, ben là, il n'en reste plus. Il faut trouver d'autres partners, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que je pars pas là-bas. Non, j'allais une juste dire, les expérience partners ou une vont avoir expertise la même intention qui que va toi. amener Oui, excuse-moi. Ouais, ben, l'idée, ultimement, tu sais, quand ma blonde va pouvoir recommencer à voyager, c'est sûr que, disons, on part le projet à l'automne prochain, ma blonde, il reste une couple de mois de traitement, fait qu'elle pourra pas venir, elle va pouvoir venir des petits blocs de 2 semaines à peu près, tu sais. Fait que moi, j'irais peut-être le premier automne-hiver, puis elle ferait 2-3 allers-retours, puis à partir de l'année d'après, nous, on serait là, disons, de décembre à mars. Tu sais, moi, ça serait ça mon objectif. Puis les partners, c'est sûr que je m'attends pas à ce que tout le monde investisse le même temps là-dedans, mais ça prend des gens qui trippent soit ces arts martiaux, qui ont de l'expérience en organisation, qui ont de l'expérience en web, parce qu'il y a plein d'aspects à ce business-là. Tu sais, pour la vente de ces retraites sportives-là, ben, il faut qu'on ait une bonne structure informatique, etc. Donc, ça prend des gens qui ont une expertise qui va être pertinente pour le projet, puis qui ont aussi envie d'être là. C'est pas le genre de projet que tu investis de l'argent puis tu vas profiter au fil du temps. Là. C'est vraiment, on s'achète un mode de vie, en fait, puis une grosse expérience vraiment trippante. T'as-tu eu des défis par rapport aussi au COVID, toi, au début de cette aventure-là? Ben oui, on est revenu le 12 mars, puis on était en train de tourner le 3e bloc de tournage.
heureusement, on avait beaucoup de matériel. Là, il restait un bloc de 10 jours qu'on devait faire fin avril, début mai. Évidemment, on ne l'a pas fait. Donc, mais on est chanceux parce qu'on avait beaucoup de stock. Fait qu'on a été capable de faire une saison complète. Mais je t'avoue que, tu sais, le pays fermait le 12 mars. Nous autres, on l'a appris, là. Tout le monde disait, il y a une annonce du gouvernement, le président va parler à 4 heures. Là, tout le monde était plugué sur son téléphone. Puis on attendait de voir c'était quoi le message. Puis on a su assez rapidement que le pays fermait ses frontières. Fait que là, tu sais, on était là, mes coéquipiers et moi, puis on se demandait, si on allait pouvoir sortir. Puis moi, je me demandais si j'allais pouvoir revenir aussi, tu sais. Donc, évidemment, on n'a pas pu revenir. J'ai des amis qui sont restés puis qui ont pu sortir du pays, mais là, on ne peut pas entrer encore au Salvador. Okay. Fait que on ne peut pas continuer de faire avancer le projet. On essaie de le faire avancer d'ici puis de faire avancer nos idées, mais il n'y a rien qui se passe là-bas là, pour le projet. Ah wow. Puis toi, c'est combien d'épisodes, ça, ces missions-là, présentement? C'est 10 épisodes d'1 heure. OK. Fait que j'imagine qu'il va y avoir une deuxième saison, là. Ben, on veut. Ben, tu sais, c'est difficile de s'engager, là, dans le sens où, puis, tu sais, TVA, Évasion, Évasion est une propriété de TVA maintenant, puis je trouve qu'ils sont super compréhensifs, ils sont vraiment flexibles par rapport à ça, parce que pour eux, c'est des gros enjeux aussi, mais tout le monde comprend que on fait le maximum pour continuer là, avec la saison 2 et éventuellement une saison 3. Moi, c'est ça le but au départ, tu sais, puis mais là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est hors de notre contrôle. Ouais. Tantôt, tu parlais de ta copine Ariane qu'elle avait, elle faisait des traitements. Là. Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi qui se passe de ce côté-là? Ouais, j'ai pas mis en contexte. Excusez-moi, j'ai comme ça fait tellement partie de notre quotidien que j'ai comme l'impression que tout le monde est au courant. Mais ma copine il y a 1 an, presque jour pour jour, elle était diagnostiquée avec un cancer des ovaires. Puis ensuite, c'est suivi rapidement une opération. Puis ensuite, elle a commencé sa chimiothérapie. La chimio s'est terminée au mois de mars. Donc ça aussi, pendant les tournages, moi, au départ, on devait passer l'hiver là-bas, elle et moi. Puis j'ai fait plein d'allers-retours parce que je voulais être là pour les traitements. Puis fait que je partais 2 semaines et demie de la shot, puis je revenais. Là. Fait que je suis allé souvent au Salvador là, depuis l'automne passé. Beaucoup d'allers-retours. Puis c'est ça. Donc là, aujourd'hui, elle va bien. Mais malgré que les traitements de chimio sont terminés, elle continue sur un autre traitement qui s'appelle l'immunothérapie pendant encore presque 20 mois encore. Donc, et il faut qu'elle soit ici au Québec pour recevoir ces traitements-là à toutes les 3 semaines. Fait que, donc, en principe, ça y donne entre les traitements 2 semaines parce qu'il y a des tests à faire avant les traitements, des prises de sang, des analyses. Donc, fait que c'est ça. Et ça a changé notre vie pas mal. Ça a changé notre vie pas mal. On est sorti de la ville, on habite en campagne, puis ça fait aussi que moi, je suis restaurateur, là, c'est un peu, en plus que la restauration en ce moment, c'est pas la business qui va le mieux. Tout ça a fait que le mode de vie a beaucoup changé depuis 1 an, puis moi, j'ai décidé de soutenir Ariane là-dedans à 100%, puis que ce genre de nouvelles-là, c'est tellement un choc. Puis en quelques minutes, en quelques jours, on dirait que des choses auxquelles je tenais puis qui faisaient partie de mon quotidien puis de mon mode de vie que je trouvais bien normal, tout d'un coup, ça disparaît là, en un claquement de doigts. Là. Sortir avec ses chums, aller ici, aller là, aller dans des événements, moi, ça ne m'intéresse plus, dans le sens où pas que je trouve pas ça intéressant, mais je veux passer le plus de temps avec Ariane possible, je veux être là pour elle. Puis je pense qu'elle aurait fait la même chose pour moi. Puis c'est ça, c'est que ça met les priorités, ça rebrasse beaucoup les priorités, ce genre d'annonce-là. Puis ça fait aussi que j'ai eu envie encore plus de pousser le projet du Salvador parce que c'est son rêve à elle aussi. OK. Est-ce que ça a été difficile pour elle, justement, ben, j'imagine que oui, là, c'est une question stupide, mais genre de rester ici à Montréal, tandis que toi, tu vas justement essayer de faire le projet que vous espérez pouvoir profiter dans quelques années. Là. Ben oui, ça a été difficile pour elle.
Puis on la voit bien on la voit dans la série. Souvent, je l'appelais à tous les jours, mais des fois, on se faisait des FaceTime puis on les a mis dans l'histoire parce que je trouvais ça pertinent aussi pour les spectateurs de comprendre qu'est-ce qui se passait autour. Puis de comprendre aussi que ce projet-là, c'est à cause d'elle. Il a pris son envol à cause d'Ariane, dans le sens où Ariane a été au Salvador pendant 4 ans. Elle avait sa business là-bas avec ses 2 partenaires. Puis il faisait ce genre des retraites sportives, mais plus yoga pour les femmes. Donc, elle a l'expérience de cette business-là. Elle a été 4 ans là-dedans. Puis c'est à cause d'elle, quand on s'est rencontrés là, il y a 2 ans, elle était au Québec pour 1 mois. On s'est rencontrés dans un party, puis elle repartait au Salvador. Puis là, moi, j'ai été mis devant un choix parce que ça a été un coup de foudre, tu sais. Puis là, c'est soit je la laissais partir puis je la revoyais je sais pas quand, ou je profitais de cette occasion-là pour partir avec elle, puis aller explorer là-bas, puis concrétiser cette vision-là que j'avais commencé à construire depuis 2 ans. Parce qu'au début, j'allais au Costa Rica, je suis allé voir une couple de pays d'Amérique centrale. J'ai pas trouvé des conditions qui étaient intéressantes, même au niveau financier, parce que, disons, le Costa Rica, c'est super cher. Là, je suis revenu au Québec. Je me souviens, là, je suis revenu au Québec de mon dernier voyage au Costa Rica en mai 2018. Puis en août, je rencontrais Ariane. Puis en octobre, je partais au Salvador. Et ça a été vite, là. Ouais. Fait que j'ai décidé de la suivre. J'ai vu ça comme un signe, puis j'ai décidé de la suivre. Puis j'ai découvert ce pays-là, puis je suis tombé en amour. Puis j'ai compris vite que c'est là que c'est un bon endroit pour développer ce genre de projet-là. Y a-tu beaucoup de jiu-jitsu là-bas? Y a-tu beaucoup de sports de combat? C'est pas super populaire. Mais il y en a quelques-uns qui en font, qui sont très bons. Tu sais, comme à San Salvador, qui est la ville, il y a une école qui s'appelle Arte Suave, puis c'est la seule école. Ouais, puis sinon, il y a une place qui s'appelle le Puro Surf dans le village où moi je suis. C'est un super beau centre de développement de la performance sportive. Là. C'est un centre qui a été créé pour le surf, puis c'est vraiment beau, là. C'est extraordinaire. Puis c'est aussi un hôtel de luxe un peu pour les surfeurs. Là. Ça détonne un peu du reste du paysage parce que c'est quand même pas riche, là, la côte du Salvador, mais le Puro Surf, c'est quand même quand même luxueux. Mais il reste que là-bas, il y a un gars qui s'appelle Marcelo, de qui je me suis lié d'amitié l'année passée. Puis lui, il tripe Jiu-Jitsu. C'est un blue belt, mais lui, c'est un coach de surf de haut niveau. Mais puis là, à chaque fois que j'étais là, j'amenais mon gear, puis il voulait absolument s'entraîner. Il avait acheté des roll-out mats. Puis fait que lui, tu sais, quand il y a des clients qui font un peu de Jiu-Jitsu, moi, j'étais pas client là, mais j'habite à côté, là, mais il veut toujours rouler avec du monde, donc lui, il est super intéressé aussi à ce que le Jiu-Jitsu se développe sur la côte de la Libertad. C'est pour ça que ça s'appelle Libertad, d'ailleurs, le show. Donc, c'est ça, mais c'est un peu le seul monde qui fait du Jiu-Jitsu là-bas. C'est comme pas populaire. Je pensais que tu parlais de Marcelo Garcia. Comme... Il y a un non, qui s'appelle Marcelo. Comme, hey, Marcelo, OK. Marcelo Castellano, il s'appelle. Il est super cool, le gars. Mais j'imagine que ton but aussi, c'est de faire peut-être des projets avec les petits gyms de Jiu-Jitsu proches de ta place ou pas vraiment? Ce serait vraiment de faire des camps, non? C'est vraiment de faire des camps. Moi, je ne veux pas ouvrir une école à temps plein là-bas parce qu'il n'y a pas le bassin de population puis il n'y a pas la clientèle pour que ça roule. Mais tu sais, disons, c'est ça. L'idée, ça serait de bâtir ce dojo-là en plein air. On a déjà les plans, tout ça. Puis tu sais, là-bas, t'as pas besoin de mur, là. T'as pas besoin de chauffer, là. Mm-hmm. Si t'es en montagne, puis t'as un beau canopy d'arbres, là, il fait pas trop chaud, puis c'est ça qui est merveilleux, là, c'est que t'as un dojo en plein air dans la jungle, là. C'est ça aussi la vision que j'avais. Puis cette surface-là, ce dojo-là peut être utilisé pour faire du yoga aussi, peut être utilisé pour faire plein d'autres activités connexes. Donc, différents types de camps qu'on pourrait monter là-bas. Ben, c'est sûr qu'avec les événements des derniers mois, on a comme un peu mis le yoga en priorité parce que c'est plus facile avec la distanciation sociale et tout ça, la distanciation physique, que le jiu-jitsu. Mais éventuellement, ça va débloquer puis on va pouvoir en faire encore ouvertement. Là. Donc, c'est ça. Puis l'idée, ça serait vraiment de faire vivre une expérience à des Québécois qui viendraient là-bas pour un camp de jiu-jitsu, mais ils seraient initiés au surf. Il y a
y a des journées de hiking aussi sur un volcan qui sont organisées. Tu sais, on a déjà beaucoup de contenus qui sont déjà planifiés et programmés puis qui ont été testés avec le temps. Puis, tu sais, on serait prêt dans, tu sais, disons, à partir du moment où on construit, on finit le branding, puis on met en vente les premiers camps, là, ça serait pas long. Tu sais. OK, Donc, mais l'idée, c'est vraiment de faire venir des gens. C'est vraiment les Québécois que tu veux aller chercher, là. Oui, entre autres, ben, les Québécois, puis aujourd'hui, c'est ce qui est fabuleux avec le web, c'est que tu peux aller chercher des gens de partout, tu sais. C'est sûr que je suis pas sûr qu'un Anglais va partir de Londres pour venir au Salvador. Ça fait un peu loin, mais tu sais, les États-Unis, c'est pas loin. Tu sais, c'est encore plus proche que tu sais, des gens qui sont sur le West Coast là, aux États-Unis, là, toutes les places où ils font full le Jiu-Jitsu, là, c'est pas loin du Salvador, là, c'est 3h30 de vol. C'est ça qui est fabuleux. Tu sais, nous autres, on est à une demi-heure de l'aéroport. Donc, puis toi, ton but, c'est de faire venir des entraîneurs, j'imagine des gros noms dans le sport de Jiu-Jitsu, ou c'est vraiment de dire, hey, venez ici, tout le monde va s'entraîner ensemble, puis ça va être bien le fun, je vais vous montrer comment faire du surf, puis on va faire du yoga. Je sais pas, ouais, mais c'est une bonne question, puis c'est une question qu'on s'est posée. Je ne sais pas à quel point, surtout dans les premiers temps, je voudrais, tu sais, je voudrais faire venir des gros noms. Puis tu sais, des gros noms, on en a beaucoup à Montréal. Tu sais. C'est pas, on n'est pas obligé d'aller très loin pour qu'il y ait des super bons fighters ici. Puis même en MMA, tu sais, je te donne un exemple. Si toi tu dis, hey, moi j'aimerais ça, on organise un camp de MMA. Puis, tu sais, je partage la théorie, on s'entraîne, puis on tripe aussi, on va faire du surf, on fait tout ça. Tu sais, c'est très jam-pack d'aventure, ces retraites-là. Là. À la fin de la semaine, t'es brûlé, mais t'as vécu des affaires extraordinaires. Donc, toi, disons, toi, c'est un souhait que t'aurais, ben, là, on développerait une retraite thématique autour de ton art. Puis, c'est un peu ça. Donc, même chose pour le Jiu-Jitsu. Est-ce qu'on va aller chercher Gordon Ryan? Je pense pas. Puis, on n'a pas les moyens non plus de le faire. Puis, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire venir des coachs qui sont vraiment très, très reconnus ici au Québec, à Montréal. Puis avoir mais il y en a plein ici. Là, puis, ultimement, c'est ça. Il y en a plein à Montréal, au Québec, tu sais. Ouais. Moi, je me concentrerais vraiment là-dessus en premier lieu. Ouais, non, je pense que c'est une bien bonne idée. Puis, écoute, m'intéresse, moi, de faire un camp d'entraînement. Let's go! Le camp va être genre, OK, venez, puis on va se battre, puis on va faire du sparring, là, mais ça va être le fun pour moi, mais... Venez, je vais vous péter la gueule! Mais non, pour de vrai, moi, c'est comme une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Tu sais, de faire vraiment un camp d'entraînement un petit peu exilé. Tu sais, je trouvais qu'ici, à Montréal, il y a beaucoup trop de choses à faire, disons. Puis, c'est ça qui est... Ouais, c'est ça, c'est fucked up. Tu sais, j'étais allé souvent, par exemple, faire des camps ou un début de camp, disons, au UFC Sports Center. Là, puis je trouvais ça super, vraiment, quand tu habitais là. Tu allais manger, tu t'entraînais, tu allais manger. Tu sais, c'était vraiment axé sur ça. Puis je pense que en boxe, ça se fait beaucoup, mais en MMA, ça se fait pas. En jiu-jitsu, ça se fait un peu, tu sais. Je pense que ça serait intéressant, justement. Ouais. Tu sais, surtout puis c'est Ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, c'est concevoir aussi cette plateforme d'entraînement pour qu'elle soit modulable puis qu'on puisse accueillir toutes sortes de sports connexes qui sont liés au sport de combat et ou le yoga. Comme je disais, le yoga, c'est super facile à intégrer dans ce type de structure-là. Puis, ce qui est le fun là-bas, c'est que le mode de vie là-bas, il est très sain. Tu sais, tu parlais de contexte, d'environnement qui fait en sorte que tu es peut-être distrait de ce que tu es venu faire. Tu sais. Puis, c'est ce que j'aime là-bas. Moi, au Salvador, je me lève à 4h30, 5h max là, du matin parce que le soleil se couche à 5h30 tout le temps. Le soleil se couche super tôt, puis il se lève très tôt. Tu sais, quand tu sors de chez vous à 5h30, là, il y a déjà du monde qui travaille, puis c'est normal là-bas. Là. Tu te lèves à 4h30, tu n'es pas déphasé, tu es dans le beat là-bas. Donc, c'est ça qui est le fun. Je trouve que le climat là-bas puis l'environnement promouvoit un mode de vie qui est très sain. Puis je pense que c'est le genre de... Tu sais, tu peux prendre une petite bière à la fin de ta journée d'entraînement, il n'y a pas de stress avec ça. C'est aussi des vacances, tu sais, mais je pense que c'est ça qui est le fun, c'est d'aller là-bas puis se concentrer sur
le sport, la nature, l'aventure. Puis moi, en tout cas, j'y crois vraiment encore beaucoup à ce genre à cette business-là, puis à ce concept-là. Puis là, toi, tu disais, c'est à peu près dans combien de mois que tu dirais vraiment que ça part? J'imagine quand les douanes vont ouvrir, là? Idéalement, les frontières rouvrent avant la fin de l'année, puis on pourrait, nous autres, aller passer là, une couple de semaines avant les fêtes, peut-être pour... on a des gens qui s'occupent de nos terrains là-bas, mais aller voir, comme continuer la planification, puis planifier peut-être la construction pour le printemps. Comme ça, à l'automne 2021, mettons en octobre-novembre 2021, on pourrait faire les premiers camps. Mais il ne faut pas oublier, là-bas, il y a une saison des pluies qui est quand même longue, là, qui dure à peu près 5 mois, puis tu ne peux pas construire pendant ce temps-là si les pluies sont trop fortes à certains moments. Donc, il faut vraiment que tu construises dans la saison sèche. C'est pour ça aussi, il faut que tu times tes affaires bien comme il faut. Ouais. C'est quand même beaucoup de défis, là. Ça a l'air rock'n'roll. Écoute, ouais, j'aime ça, mais les affaires complexes. Mais là, je vois le temps avancer. Tu veux-tu plugger quelque chose? J'imagine ton show. Veux-tu nous dire c'est quand qu'on peut écouter ça? Ben oui, Libertad, c'est tous les mercredis à 20h sur les ondes d'évasion. Puis quand est-ce que... Là, on n'est pas live, j'imagine, mais on est diffusé dans les prochains jours, c'est ça? En fait, moi, je donne cet épisode-là pour les Patreons tantôt, genre dans 30 minutes, 45 minutes. Puis pour le monde normal, c'est dans une semaine à peu près. Là. OK, bon, la série vient de commencer, donc il reste plusieurs épisodes. Là. On a 10 semaines de diffusion, donc là, c'est sûr qu'on est encore dans les premières diffusions là, au moment où on se parle. Donc, c'est ça, les mercredis 20h sur les ondes d'évasion. Puis écrivez-moi sur les médias sociaux, puis dites-moi ce que vous en pensez. Ben oui, crime. Hey, un gros merci, Francisco, d'avoir été là. Ouais, merci à vous autres, vraiment. J'ai bien hâte d'y aller. C'est sûr, moi, je vais y aller quand ça va ouvrir. Là. Pas que je trouve qu'il commence déjà à faire froid, là, mais... un petit peu, là. Un petit peu, là. Ça me tente là, de partir un petit bout, faire un petit camp à quelque part. Là. Mais, let's do it. Ouais, un gros merci d'avoir été là. Puis, merci, Ali. Merci, Rod. Bonne chance dans ce... Oui, vraiment, on va te regarder, c'est sûr. Dans ce projet rock'n'roll-là. Merci tout le monde.